Là, on va passer au deuxième sujet qui est soins de développement des enfants prématurés. C'est notre ami Mostafa Mokhtari qui va parler là-dessus. Mostafa, il est pédiatre, il est chef de service, ancien chef de service de réanimation néonatale à l'hôpital Bicêtre à Paris. Et il est d'origine marocaine. Donc, on t'écoute, Mostafa. Merci, Mehmet, mon ami. Merci à tout le monde. Merci aux organisateurs de GIFT. Merci à Khalid. Merci à tous les amis. Et pour commencer, vous voyez, j'ai mis « On peut vivre sans frère, mais non pas sans amis ». C'est un proverbe arabe. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas vivre sans vous. Pour commencer, d'abord, il y a un élément fondamental que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 20 ans, on parlait de la réanimation, de la technique. 20 ans après, on commence à parler de soins de développement, du pot à pot, de l'anémie du prématuré. Ça veut dire que nous, on passe à une autre étape. Donc, il est 6 heures du matin, le bébé, il dort. Qu'est-ce qu'on fait? L'infirmière lui fait son bilan sanguin, elle le nettoie dans sa couveuse, elle le réinstalle, elle lui fait son dextro, elle lui donne à manger par gavage. 7 heures du matin, on lui fait une radio de thorax. 7h30 du matin, entre 7h30 et 8h30, ça c'est dans le service où je travaille. Les infirmières font leur transmission, 8h30, les médecins arrivent, on fait un tour de constante juste avant que les médecins ne prennent en charge l'enfant, on le change, on l'aspire, on fait son dextro, on lui met son gavage. 10h du matin, les parents arrivent, on la visite des parents, donc on le désinstalle, on le met avec les parents. 10h30, la visite médicale commence parce qu'on a... Pourquoi on fait le bilan sanguin à 6h du matin? Parce qu'il faut qu'il soit prêt au moment de la visite des médecins. On fait la radio à 7h pour qu'elle soit prête au moment de la visite des médecins. On commence, on fait la visite médicale, on désinstalle l'enfant, on l'examine, on fait l'examen clinique, on le réinstalle de nouveau. 12h, il y a la kiné qui passe, il y a la psychomotricienne, il y a la réinstallation, il y a le gavage. 14h, la visite des parents se termine, puis il y a d'autres parents qui arrivent en retard qui arrivent. 16h, on finit la pause de pot à pot en disant maintenant, allez, on réinstalle tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'à 19h, les infirmières font de nouveau leur transmission. Voilà, donc 17h, on prépare le tour pour la transmission de garde pour les médecins, dextro de nouveau, réinstallation, gavage. 18h, on prépare la transmission des infirmières parce qu'elles finissent à 19h30, parce que c'est comme ça que c'est organisé. On désinstalle, on réinstalle, voilà, hop. L'enfant a un petit moment de répit, vous avez remarqué, à 19h30, parce que les infirmières sont toutes occupées à transmettre. 20h30, le tour de nuit commence, avec le tour des médecins, le tour des infirmières. 22h, le tour de garde, avec, ça s'appelle des tours de garde, parce qu'il y avait des tours qui sont fixés. 22h, minuit, 2h du matin, 4h du matin. Examen complémentaire, on désinstalle, on réinstalle. Minuit, on vérifie toutes les constantes avant d'aller manger, parce qu'on dîne à minuit, on aspire, on fait le dextro et on fait le gavage. Et ça continue jusqu'à 6h du matin et après, ça tourne. C'est un rythme qui est de réa. Vous êtes d'accord? Ben oui, un rythme intensif. Je passe sur l'éco-TF, l'éco-cœur, le scanner, l'IRM, je passe là-dessus. Donc, journée, vous le voyez, qui est épuisante. Il y a des questions à se poser sur ces journées-là, en disant, est-ce que cet emploi du temps permet d'instaurer un rythme ou des micro-rythmes restructurants ou structurants en tous les cas? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il occasionne des ruptures quotidiennes? Oui, sûrement. Est-ce que le nouveau-né est un sujet ou un objet de soins? On peut se poser cette question. Quelle est la place de la famille? Je vous ai dit, il y a la visite des parents, il y a le pot à pot, hop, ça dure quelques instants, puis ils ne sont plus là. Quel impact ont ces soins sur le devenir de l'enfant? Y a-t-il d'autres alternatives? Alors, on travaille avec des bébés prématurés la plupart du temps et qui ont un cerveau en plein développement, puisqu'on est dans la phase de ce qu'on appelle la phase de migration neuronale entre 24 semaines et 42 semaines. Et ce bébé-là, il doit être, normalement, il a un statut de fœtus, il doit être dans le ventre de sa mère, protégé. Et là, il est dans une situation, il est exposé au chaud, exposé au froid, exposé au bruit, exposé aux stimulations tactiles et ainsi de suite. Et on sait, par exemple, que pendant cette phase de 24 à 40 semaines, on a une synaptogénèse extrêmement intense, comme vous voyez sur le petit carré que j'ai mis en rouge, où c'est là où vous avez une espèce de courbe, mais impressionnante, au niveau de la synaptogénèse et au niveau de la croissance cérébrale. Donc, le ventre de la mère atténue toutes les excitations, toutes les situations nociceptives, et elle a un effet neuroprotecteur, en tous les cas protecteur.
Et la naissance d'un cet enfant prématuré l'expose à beaucoup de nuisances. Donc, on est sûr dans un milieu où il y a une plasticité neuronale qui permet de restructurer, de cicatriser, mais est-ce qu'elle est suffisante? Quand on expose un enfant qui est extrêmement immature au bruit, à la douleur, au stress et ainsi de suite, alors qu'il est physiologiquement immature. On sait actuellement qu'il existe bien sûr la génétique, mais il y a également l'épigénétique. Et on sait que le génome lui-même, il est influencé par l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénétique. Le changement de l'environnement anténatal, mais aussi postnatal, influe sur des variations du génome. Quand on a un bébé qui est, comme vous le voyez ici, qui pèse 2,5 kg, qui est en hémofiltration, qui est intubé, ventilé, exposé à des bruits et ainsi de suite, à des agressions, est-ce qu'il va y avoir un risque élevé ou non de méthylation de l'ADN? La réponse, elle est naturellement oui. Je vais vous le montrer tout de suite. Elle est naturellement oui parce qu'il y a une interruption de cette continuité transnatale. Parce qu'en anténatal, il y a une maturation dans des conditions physiologiques. En postnatal, il y a une maturation dans des conditions pathologiques qui sont influencées par l'environnement. Et on sait par exemple qu'une réponse automatique n'est pas synonyme d'une agrégation corticale. On sait que quand on stimule un enfant, il est tachycarde. Est-ce que dans le ventre de sa mère, il l'aurait été? Probablement pas. Cette stimulation, ces stimulations neurosensorielles, elles sont inadéquates par rapport aux réponses de nouveau-né prématuré. Parce que, habituellement, sa réponse, elle se fait au bruit du ventre de sa mère, au son de la voix de sa mère, au bruit environnant, alors que là, ce sont des bruits de couveuse, les bruits de scope, les bruits de... Voilà, et des voix qui sont étrangères par rapport aux voix qu'il a l'habitude d'entendre. Les voix d'hommes, les voix de femmes qui sont complètement étrangers. Et il est soumis à des sollicitations qui sont très intenses, que ce soit des sollicitations à la fois neurosensorielles ou des sollicitations, bien sûr, stressantes comme la douleur, les prélèvements et ainsi de suite. Voilà. Et donc, du coup, ces stimulations neurosensorielles anténatales, elles sont, comme je vous ai dit, atténuées par la protection maternelle. Là, elles ne le sont plus. En particulier, toutes les sensibilités, par exemple les sensations auditives, olfactives et même tactiles et lumineuses. Ces réponses, elles se font de deux manières, soit de manière neurovégétative, et on le sait très bien que quand un enfant est soumis à une douleur, il peut être soit tachycarde, soit bradycarde, de la même manière quand il est soumis à une lumière très intense. Il peut répondre par la tachycardie, la bradycardie, les apnées, par la désaturation et ainsi de suite, ou bien par des comportements. Soit il est agité, soit il pleure, soit parfois il est complètement atonique, c'est-à-dire qu'il s'en fout. Il est complètement atonique et on se pose la question de il est peut-être infecté. Non, il n'a pas envie de répondre à cette stimulation parce qu'il se met en mode protection. Donc il protège le strict minimum qui lui reste. Donc cette étude qui est de 2014, dans laquelle la question qui s'est posée, c'est que est-ce que l'épigénétique influe sur la génétique? On a pris 20 nouveau-nés à terme et 20 nouveau-nés prématurés pour lesquels ils ont été hospitalisés tous les deux dans des structures où ils sont soumis au même régime, c'est-à-dire régime sonore, régime olfactif, régime auditif, régime tactile et ainsi de suite. Et quand on a regardé les méthylations au niveau du gène qui code pour la glucocorticoïde, on s'est aperçu, comme vous le voyez, sur la partie haute, vous avez le nouveau-né à terme, sur la partie basse, vous avez le nouveau-né prématuré, et vous voyez les sites de méthylation, ils sont extrêmement nombreux. Et ces sites de méthylation, et non pas mutilation, même si ça se ressemble un petit peu, ce sont des marqueurs indirects de la modification, en tous les cas, de l'influence de l'environnement sur les gènes. Donc il y a une influence qui a été démontrée de manière scientifique. On est en néonatologie, on hospitalise des enfants en néonatologie. Et ce sont des conditions de stress, comme je vous l'ai dit. Ce sont des conditions dans lesquelles vous avez l'enfant, vous avez ses parents.
ce sont des parents très particuliers. Pourquoi? Parce que ce sont des parents qui ont une espèce de culpabilité d'avoir déjà mis au monde un enfant qui est prématuré, parfois avec des malformations, parfois avec des pathologies lourdes, parfois avec des pathologies qui sont incurable. Donc il y a un sentiment de culpabilité, il y a un sentiment d'incompétence, parce que les parents ne peuvent pas. Leur rôle des parents, c'est de protéger leur enfant dans la société, et surtout dans la cellule familiale. Là, ils ne peuvent pas. L'enfant est donné, est soumis, il est donné aux soignants, et c'est les soignants qui s'en occupent. C'est eux qui l'alimentent, c'est eux qui le font respirer, c'est eux qui lui changent la couche, c'est eux qui le touchent, c'est eux. Donc les parents, ils sont observateurs, ils sont interdits presque de tout. Et cette mise à l'écart des parents va déclencher le système de ce qu'on appelle la désactivation du système d'attachement. Qu'est-ce que c'est que l'attachement? Je vais parler un tout petit peu de l'attachement. L'attachement, c'est la théorie de, je reviens en arrière, c'est la théorie de Bowlby dans les années 60. Bowlby, à ce moment-là, qui est un psychiatre psychanalyste, qui a émis une hypothèse dans laquelle il dit un bébé s'attache. Même un adulte, bien sûr, s'attache. Là, on est dans le cadre du bébé. Un bébé s'attache. Et il s'attache obligatoirement à quelque chose. Et la première des choses à laquelle il s'attache, c'est sa mère. Et puis, il y a l'entourage, les parents, la famille, et ainsi de suite. Donc, normalement, ces premières interactions entre le bébé se font avec ses parents, en particulier la mère, à travers l'allaitement, à travers tout ce qu'elle lui raconte comme histoire. Je ne reviens pas là-dessus, parce que hier matin, on avait toute une session là-dessus, et vous avez vu un petit peu l'intérêt de cette interaction mère-enfant. Et c'est cette interaction à travers le comportement du bébé. Comportement du bébé avec le sourire du bébé, le regard du bébé, avec les agitations du bébé, les réactions. Donc, suscite également une réaction en miroir des parents qui vont dire il comprend ceci, il comprend cela. Enfin, ça crée cette espèce d'attachement et ce qu'on appelle à ce moment cette interaction qui s'appelle l'attachement. Quand un enfant est hospitalisé, les interactions se font avec des personnes étrangères. Pas de la même manière, bien sûr. Et la mère, naissance par césarienne, elle est éprouvée. Elle est éprouvée, en plus, elle n'a plus son rôle de mère. La mère allaitante, nourricière, aimante, protectrice, donc elle n'a pas ça. Donc du coup, il y a une sorte de dépression et de dépréciation de son rôle. Donc cette interaction mère-enfant, parent-enfant, elle est très, très, très altérée. Et on se retrouve avec deux partenaires qui sont les parents et l'enfant, qui sont dans un milieu qui est inadapté, vous l'avez vu, milieu fermé, beaucoup de bruit, et il n'y a pas d'intimité, il y a beaucoup de bruit et surtout, il y a trop de technique. Quand on regarde, par exemple, l'environnement dans lequel on travaille, et quand on prend un tout petit peu de recul, vous allez voir que notre travail, il est soumis à un certain nombre de rituels. Il est soumis, les rituels, c'est, vous avez vu la journée, comment elle se déroule, et tous les jours, c'est comme ça. Il n'y a pas un jour où on modifie quoi que ce soit dans ce rituel. Deuxième chose, l'enfant est dans un incubateur. L'incubateur, il y a beaucoup de gens qui l'appellent l'isolette. On isole l'enfant de son environnement. Autre chose, vous avez à ce moment-là des intrusions répétées avec, bien sûr, le thermomètre, la sonde gastrique, la sonde œsophagienne, la sonde œsique. Donc, ce sont des intrusions douloureuses et en tous les cas, voilà. Puis, les parents ne peuvent pas communiquer avec les médecins parce qu'on leur parle d'un jargon. Il a une MMH et là, il a une HIV grade 2. Ils ne savent pas ce que c'est que l'HIV. Donc, il y a un certain jargon qu'eux, ils ne comprennent pas. Ils font semblant de comprendre pour nous faire plaisir, tout simplement. Et ces conditions ne permettent malheureusement pas de créer le lien ni entre soignants et parents, ni les parents avec leurs enfants. Comme vous voyez ici, ça c'est une photo de l'hôpital de Nazareth où j'étais il y a une vingtaine d'années. Vous voyez une nurserie, comment elle est faite. Donc, il n'y a pas du tout de possibilité de faire des interactions. Donc cette théorie de l'attachement dont je vous ai parlé de Bowlby, elle permet à ce moment-là de créer l'enfant, enfin de développer l'enfant pour tout l'avenir. Et cet attachement, il est complètement altéré. De la même manière, on se retrouve avec un enfant qui est isolé, qui est un petit peu à l'écart. Et quand on regarde par exemple les théories de David Winnicott, qui est un psychanalyste et psychologue, et c'est un pédiatre de formation initialement,
qui dit un enfant seul, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un enfant doit être obligatoirement rattaché à quelqu'un d'autre, celui qui le nourrit. Il ne nourrit pas au sens uniquement alimentaire, mais au sens relationnel aussi. Donc, tous ces éléments qui permettent de créer l'enfant et de développer l'enfant dans l'avenir sont complètement altérés. Et à partir des années 80, à ce moment-là, Heidelise Hals à Boston dans les années 80, elle a commencé à travailler sur les soins de développement, en particulier sur la théorie de Brazelton. Et donc, à ce moment-là, il reste 5 minutes, je vais y arriver. À ce moment-là, ils ont créé plusieurs programmes, parmi lesquels celui qu'on appelle le NEEDCAP. Et ce problème NEEDCAP, il permet quoi? C'est de dire quelles sont les compétences du nouveau-né, quelles sont les compétences des familles. Et on va mettre en commun les compétences du nouveau-né et les compétences des familles. Donc, ça ne sera pas le programme des infirmières qui soit au centre ou celui des médecins, mais le programme nouveau-né-parents. Ce sont eux qui vont être au centre et tout le monde, à ce moment-là, va graviter autour de ce programme. L'objectif, c'est quoi? C'est d'évaluer de manière continue le comportement du nouveau-né pour savoir quand est-ce qu'il dort, il faut respecter son sommeil, quand est-ce qu'il demande l'interaction. C'est à ce moment-là quand on interagit avec lui et quand il n'a pas besoin d'interaction, quand il n'a pas envie d'interagir, on arrête notre interaction. L'objectif, c'est de protéger l'enfant contre l'excès de sollicitation ou bien le déficit en sollicitation. Parfois, on ne lui parle pas du tout. On fait des soins sans lui parler. Parfois, on l'excite tout le temps. On vient, on lui dit « Bonjour bébé, ça va bébé ?» et ainsi de suite. Donc, il faut bien sûr interagir pour voir quand est-ce qu'il est réceptif. Et cette approche, bien sûr, personnalisée qui met le bébé au centre des soins avec les parents et les soignants autour et non l'inverse, à ce moment-là, elle fait quoi? Elle va diminuer le risque d'agression. Elle va adapter les stimulations. Donc, toutes les stimulations neurosensorielles et surtout nociceptives, elles vont normalement être diminuées. Elles ne vont pas jamais être complètement éliminées, mais diminuées. Et développer donc un outil qui est basé sur une théorie qu'on appelle la théorie synactive. Et cette théorie synactive, elle prend système par système. Donc, il y a le système autonome, le système moteur, le système veille-sommeil, le système attentionnel et le système d'autorégulation. Et chaque système interagit avec les autres. Et donc, les soignants doivent savoir observer le nouveau-né en fonction de ce système et de permettre à ce moment-là l'interaction, d'ajuster l'interaction avec ces différents systèmes. Quand le bébé refuse de communiquer, les soignants doivent accepter ce refus. Quand il demande la communication, même un 24 semaines peut demander la communication ou la refuser, à ce moment-là, il faut que les soignants s'adaptent. Donc ce programme qui a été lancé par Heidelise Hals dans les 1980, malheureusement, l'objectif est très bon, sauf que les moyens sont considérables. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des moyens considérables en temps et en soignant. C'est-à-dire, une soignante s'occupe d'un bébé pour pouvoir à ce moment-là faire l'observation tout le temps. Et l'observation commence dès l'entrée jusqu'à la sortie du bébé. Est-ce que ce programme marche dans tous les cas? Peut-être. En tous les cas, il y a eu 2 études, il n'y a que 2 méta-analyses qui existent sur ce programme NEEDCAP. Une qui est assez ancienne, qui est basée essentiellement, quand vous regardez, là je passe ici, quand vous regardez les premiers orateurs, vous avez essentiellement Hals 2004 et Hals 2011 et Hals 2012. Donc Heidelise a écrit pratiquement la moitié, donc qui sont basés uniquement sur l'expérience d'une seule personne, qui montre que ce programme fonctionne. Il fonctionne dans quel sens? Dans le sens où les enfants qui sortent ont un meilleur développement neurocognitif, ils sont moins infectés, ils sont moins stressés. Mais quand on regarde les articles qui ont été pris, ils sont essentiellement d'un seul auteur. Quand on regarde par la suite les autres méta-analyses qui sont faites, qui sont plus récentes, celles de 2021, elles montrent que ce programme-là est basé sur... D'ailleurs, quand les gens parlent des soins de développement, il y a une espèce d'hétérogénéité entre chacun ce qu'il fait. Par exemple, nous, à Bicêtre, on protège la couveuse, les enfants sont hospitalisés de manière dans des chambres individuelles, on essaie de diminuer le bruit et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des gens qui utilisent le positionnement, plus couverture des incubateurs comme nous, de positionnement tout seul, rituel, stimulation tactile et neurosensorielle, participation des parents. Donc vous avez, chacun appelle programme de développement à sa manière. Et quand on regarde
de point de vue méta-analytique, on s'aperçoit que ce programme, quel que soit le programme utilisé, il est bon. Il est bon, il diminue à la fois la durée d'hospitalisation, il améliore le neurodéveloppement de l'enfant, mais de manière probablement moins significative que ce qu'on pensait. Et l'objectif, ce n'est pas ce que vous allez mettre dans le programme, c'est la sensibilisation du personnel à quelque chose. C'est ça qui marche. Ça veut dire que je peux appeler le fait de dire les parents ils viennent de telle heure à telle heure, je vais élargir d'une demi-heure la marge de visite des parents. À ce moment-là, c'est un programme et il y a une amélioration de la qualité de vie d'hospitalisation de l'enfant. C'est-à-dire que l'idée de mettre en place un programme, peu importe ce que contient le programme, peut à ce moment-là améliorer. Et ça, on voit par exemple sur le devenir de l'enfant, sur la durée d'hospitalisation, sur la qualité d'hospitalisation, sur le vécu des parents aussi. Donc pour conclure, et je serai dans les temps, avec 30 secondes de retard, donc les soins de développement est un progrès indiscutable. Ce sont des soins centrés sur le nouveau-né et ses parents. Ils réduisent les causes, bien sûr, de stress, mais est-ce que ça doit être la norme? Peut-être pas. Parce que chacun fait son programme en fonction des moyens qu'il a. Les moyens que nous avons à Bicêtre ne sont pas les moyens que vous avez à Rabat ou à Casablanca ou même à Tanger. Donc il faut laisser la place à l'entourage, mais mettre l'entourage au centre, mais en même temps, il faut que les soins de développement ne doivent pas devenir une contrainte, parce que si ça devient une contrainte pour le personnel, ils ne seront pas respectés. Et ils ne doivent pas être une mode, mais un mode de soins. Parce qu'on peut dire, je fais les soins de développement, c'est à la mode, mais non. Les soins de développement, c'est une philosophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha, pour cette excellente présentation. Tu nous as bien montré l'importance de tous ces soins minutieux sur le développement du prématuré. Là, on peut avoir des questions pour 10 minutes. On commence là. Oui, c'est bon, merci. Alors j'ai adoré Moustapha, mon ami et frère Moustapha, j'ai adoré dès la première diapo que tu as présentée. Ça, c'est les cas simples. C'est un enfant qui va bien, ce que tu as présenté, et c'est notre quotidien. Alors je vais juste faire 2 témoignages rapides, rassurez-vous. Mais il y a mon maître, il y a quelques années déjà maintenant, en plus de 25 ans, qui me disait à l'époque, Ahmed, on est en réanimation, on ne fait pas dans la dentelle, vas-y, ce qu'il faut faire, il faut le faire. Mais depuis, on a appris à prendre en compte la composante psychologique, le confort. Même pas. Bref, c'était de bons conseils à l'époque. Mais en fait, on a appris à travailler autrement. Et là, je vais donner 2 témoignages. Je me retourne un peu vers la salle, vers mes collègues qui font de la néonate. Le premier, c'est, tout à l'heure, Amina Belkad, tu as parlé à l'admission, tous les bilans qu'on fait à cet enfant. Et sous-entendu, on n'a pas besoin de tout ce qu'on fait. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'un enfant est mis en réanimation, en réanimation, ça veut dire qu'il va mal. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire comme bilan? En plus de poser le cathé, de l'intuber peut-être et d'autres choses, et on va lui faire une hémoculture, même si la césarienne a été faite pour une toxémie chez la mère. On n'a pas besoin peut-être de faire une hémo. Et parce que on nous a enseigné que la première cause de prématurité, c'était l'infection, et on va le mettre sous antibiotiques, parce qu'on a fait une hémo, pas de problème. On va voir dans 2-3 jours ce qui va se passer. Et alors là, premier message, s'il vous plaît, quand on vous dit la CRP, il faut la faire à H12, s'il est né à 16 heures, on se retrouve avec une CRP à 4 heures du matin, parce qu'on nous a enseigné. Non, il ne faut pas le faire peut-être avant. Faites-la avant. Si elle est très élevée, ça fait une chorioamniotite, vous êtes sûr qu'il y a une infection. Si vous devez la faire, faites-la le lendemain, le surlendemain. Pas en pleine nuit. Pensez aussi, est-ce que c'est intéressant, c'est important? Et donc, une des parties du confort des soins, ce n'est pas un objet, c'est un enfant. Et puis la deuxième chose, c'est la relation avec les parents. Alors, il y a tous les types de parents. Il y a des parents intrusifs qui veulent tout comprendre. Quand on leur explique pourquoi leur enfant est en réa, pourquoi on leur fait une CRP, c'est quoi la CRP, c'est quoi la source d'infection, et s'il lui arrive quelque chose, il vous annonce déjà, je vais porter plainte contre tout le monde. Parce que mon enfant, je ne comprends pas pourquoi il est ici.
On m'a demandé de faire une césarienne à 36 semaines alors qu'on aurait dû le faire. Bon. Et puis, alors cela, il faut les gérer. Hein. Mon hémisphère droit a envie de leur dire, vous n'avez qu'à le soigner vous-même. Mon hémisphère gauche me dit, écoute, sois empathique avec eux et essaye de leur expliquer gentiment. Mais mon deuxième message pour les collègues, c'est les autres parents qui ne vous demandent rien, qui ont presque honte de venir vous embêter. Ceux-là, il faut aller les chercher et les impliquer dans les soins, dans la relation, et faire venir la maman pour qu'elle allaite son enfant, qu'elle tire le lait éventuellement et éviter tous les autres. C'était mes deux messages. Désolé si j'ai trop tardé. S'il vous plaît, oui. La dame derrière, oui. Voilà, merci. Je voudrais d'abord féliciter Moustapha pour l'excellent exposé. Alors, je me présente Poussa Ramatoulaye Diagne, je suis pédiatre, néonatologiste, présidente de la Société sénégalaise de pédiatrie. Alors, moi, ma question, ou plus ma contribution, c'est un peu la place de l'observation du bébé dans ses soins au développement. Parce que nous avons eu la chance de démarrer une formation dans le cadre d'un projet. Et je peux vous assurer, à la fin de chaque session, nous avons eu à mener des actions pour soit diminuer le stimulus, parce que nous avons eu à observer des bébés et ça nous a permis de voir qu'ils nous parlaient, mais qu'on ne les entendait pas ou qu'on ne les écoutait pas. Donc, pour dire que c'est une stratégie qui pourrait également aider dans la mise en place de ces soins au développement. Il y a également la verticalisation des soins. Il y a beaucoup de stimuli. Ça pourrait aider, d'une part, pour la réduction des infections, parce que lorsqu'on commence les soins avec un enfant, on les finit avant de passer à un autre enfant. Tout dépend de la charge de travail et des conditions dans lesquelles les gens travaillent. Parfois, nous avons une infirmière pour 10 enfants. Ce n'est pas la norme, mais ça se passe dans certains pays. Et ça, c'est d'une part, donc réduire les infections, parce qu'on aura fini l'ensemble des soins pour un enfant avant de passer à un autre. Et on passera, bien sûr, on pensera à se désinfecter les mains, mais il y a également que ça permet également de réduire tout ce qui est stimulus inutile. On l'a touché, on l'a embêté, mais une fois qu'on a fini les soins, on passe à autre chose et lui aussi peut passer à autre chose. Il peut dormir, se reposer et faire autre chose. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit à propos d'une philosophie. C'est vrai que c'est des stratégies. On ne peut pas y aller de façon individuelle. C'est des stratégies qu'il faut développer dans le service. Donc, il faut faire les formations ensemble. Il faut essayer de parler le même langage pour qu'on arrive à améliorer ces conditions de vie du nouveau-né, des soins qui ne sont pas forcément médicaux, mais qui sont très importants pour leur prise en charge. Je vous remercie. Merci Romain. Beaucoup. Vous pouvez passer le microphone devant vous, s'il vous plaît. Peut-être ce sera le dernier, parce que... Merci au Dr Moustapha pour son exposé. J'ai une petite question. Ces enfants qui sont nés dans ces circonstances stressantes, qui sont en réanimation, qui sont en néonatologie, avec les scopes et ce déroulement immuable de la journée chez les infirmières, et qui plus tard sont remis par leurs parents avec d'autres bruits qui ne sont pas habituels, avez-vous constaté que c'est ces conditions qui sont à l'origine des troubles d'attachement qu'on constate plus tard chez certains enfants? Parce qu'on sait bien qu'il y a l'attachement qui est sécure, qui est insécure, et même d'autres troubles d'attachement. Est-ce que les circonstances de naissance ont été trouvées comme facteur causal des troubles ultérieurs de l'attachement? Ça, c'est ma question. Ce qui aurait expliqué, ce qui aurait justifié la mise en place de ces programmes-là. Merci beaucoup, mon ami, pour ta question. Effectivement, il y a eu pas mal de travaux qui sont faits sur, par exemple, les enfants, de la maltraitance à enfants. Et parmi les enfants qui sont maltraités, on trouve beaucoup les enfants qui ont été anciens prématurés, qui ont été hospitalisés pendant longtemps. Et il y a cette espèce de... L'enfant ne trouve pas sa place. L'enfant qui ne rentre pas à la maison dès les premiers jours n'appartient pas à la famille. Celui qui sort, par exemple, à 1 mois de vie ou 1 mois et demi de vie, il y a déjà cette espèce... Je n'ai pas... en fait, au début, c'était prévu que je fasse une toute petite partie sur le deuil, ce qu'on appelle le deuil anticipé. Je l'ai éliminé. Il y a un phénomène de deuil anticipé qui surgit chez les parents dès que l'enfant est hospitalisé, parce qu'on leur dit...
il est entre les mains de Dieu, ce qu'on dit habituellement, on ne sait jamais comment ça va devenir, et ainsi de suite. Et donc les parents, pour se protéger, ils envisagent déjà la mort de leur enfant, pour ne pas avoir le coup de massue. Et à ce moment-là, il y a cette espèce de deuil anticipé avec la dépression familiale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, il fallait réinvestir. Et c'est pour cela que les soins de développement, c'est former le personnel pour pouvoir faire ce phénomène de parentalisation de nouveau, parce qu'il va y avoir une rupture de parentalisation. Et il faut refaire un travail de reparentalisation pour permettre à ce moment-là de lier l'enfant à ses parents. Ce lien d'attachement est franchement a bien souffert. Et c'est suite à ces études qui montrent qu'il y avait plus d'enfants maltraités chez les enfants prématurés ou ceux qui ont été hospitalisés plus longtemps ou ceux qui ont des pathologies chroniques qu'il y a eu ce phénomène de soins de développement qui a été développé. Merci beaucoup, Moustapha. Merci. C'était très, très intéressant. On passe au troisième sujet. Merci.